Bonjour. Alors, faut pas parler très près. Ah oui. Voilà. Allez, ça marche. Ok. Donc, je vais vous faire. Déjà, je remercie Monsieur Zayana qui m'a invité pour faire cet exposé ce matin dans le cadre de votre colloque. La présentation que je vais vous faire sera effectivement dans un cadre moins, j'allais dire, rigoureux que celui dont vous aurez peut-être l'occasion, enfin aux exposés auxquels vous aurez l'occasion d'assister. C'est plus, je vais le prendre comme ça, comme une sorte de... quel est le mot que j'utiliserai j'ai un trou. Alors, je dirais, c'est plus une sorte de mise en valeur, entre guillemets, mais ce n'est pas le mot que je cherchais, de mon expérience en tant que l'un des acteurs donc, dans l'informatique en France depuis une vingtaine d'années. Donc, on a choisi donc, de parler de l'enseignement, de la recherche et des enjeux économiques en nous, comment dire, focalisant donc sur l'informatique. Alors, dans un premier temps, je vais me présenter. Je suis, comme vous l'avez vu, mon nom c'est Albert Dipanda. Je suis professeur d'informatique en poste à l'Université de Bourgogne et essentiellement ou en particulier à l'ESIREM, qui est une école d'ingénieurs donc qui s'appelle exactement École supérieure d'ingénieurs de recherche en matériaux et infotronique. Donc c'est une école d'ingénieurs de l'Université de Bourgogne qui a deux départements, donc un département en matériaux et un département infotronique. Infotronique, c'est la concaténation, si je peux utiliser le mot comme ça, de informatique, info comme informatique, et puis électronique, donc tronique comme électronique. Et actuellement, je suis le directeur donc, de ce département. Alors, mon exposé va comporter 4 parties, donc je vais faire un historique très rapide des dates marquantes donc, de l'informatique. Ensuite, je vais m'arrêter un petit peu sur l'enseignement, où je vais parler très rapidement de l'enseignement de l'informatique dans le secondaire, puis dans le supérieur. Ensuite, je vais faire un panorama très rapide, pareil, sur la recherche. Puis, on s'arrêtera quelques minutes sur les enjeux économiques, et puis on conclura. Voilà. Donc, on m'a demandé de parler pendant 45-50 minutes. Je vais essayer de tenir dans ce créneau. Alors, déjà, donc, quand on dit informatique, la première question qui est posée, c'est qu'est-ce que c'est? Donc j'ai regardé la définition dans différents dictionnaires, dont celle-là, c'est la définition du Larousse, où il y a 2 parties. On parle de l'informatique comme la science du traitement, donc on dit que c'est une science, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore de prix Nobel. Hein. Vous me direz, les mathématiques non plus, mais on sait très bien pourquoi. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième partie où on parle donc de l'informatique comme l'ensemble des applications mettant en œuvre des matériels et des logiciels. Alors, la première partie, elle est plus celle qui va intéresser ce qu'on appellerait des scientifiques. Et la deuxième partie de notre définition, c'est celle qui va intéresser, entre guillemets, le grand public. D'accord? Ou quand on parle d'informatique, on voit tout de suite donc l'ordinateur, etc. Alors, par rapport à l'historique, donc je vais vous donner quelques dates marquantes donc sur l'évolution des techniques et de la science informatique telle qu'elle est vue aujourd'hui. En introduction, on peut dire que en fait, l'informatique est née par le besoin de faire des calculs de manière efficace. Donc efficace, qui signifie pour nous rapide et en faisant effectivement peu de fautes, peu d'erreurs. Voilà, donc depuis les temps, on sait que les Chinois ont inventé le boulier dans ce sens. Il y a eu les abacs en Méditerranée aussi. Pour nous Français, il y a Pascal qui a inventé la pascaline. Et juste après, il y a Leibniz qui a amélioré cette pascaline en inventant le système binaire.
donc ce système qu'on va retrouver au fur et à mesure donc de l'évolution de l'informatique. Ensuite, on a eu donc dans le 19e siècle, en 1933, la création par Babbage de la première machine qui se rapproche le plus des notions que nous allons utiliser en informatique aujourd'hui. D'accord? Donc, on voit apparaître la notion donc d'unité de calcul, de mémoire, etc. Et puis, aussi, l'un des mots clés qui revient de manière comment dire, récurrente, c'est l'algorithme, a été créé effectivement par une des collègues de Babbage en 1940. Alors ensuite, là je donne dans le 19e siècle quelques dates, donc par rapport à Boole, qui a donc donné des travaux sur les processus logiques. Ensuite, il y a eu, donc à la fin, en 1989, Léon Bolet, qui a créé la machine qu'on a appelée le millionnaire, qui permettait effectivement de faire des calculs, essentiellement des multiplications. Mais Léon Bolet est connu aussi effectivement pour ses travaux en automobile. Ensuite, donc on rentre dans le XXe siècle avec la création de la diode, qui est effectivement le tube à vide. Et cette diode va révolutionner effectivement la technologie de l'informatique. Et donc on le voit par la suite, il y a des travaux de Turing et de Shannon qui vont, entre guillemets, modéliser les différents éléments qu'on utilisait sans vraiment une théorie scientifique derrière. Alors, à partir de 1940, les choses vont s'accélérer et on va avoir en fait la création de la première machine qui est en fait entre guillemets le premier ordinateur. Alors cette machine c'est l'ABC qui a été créée donc par John Atanasoff et Clifford, d'où le ABC. Voilà. On la voit ici donc en bas à gauche. Donc c'est une machine qui tenait effectivement sur une petite armoire. Alors l'intérêt c'est que on commence effectivement à parler du temps de calcul, d'accord, à partir de cette machine-là. Donc on indique qu'elle peut faire une addition, ce qui n'est pas très difficile à faire, une addition en 1 seconde. Puis, donc 2 ou 3 ans après, on a eu la création donc du Mark I par l'université de Harvard, dans laquelle donc cette machine était effectivement la grosse machine, donc la première grosse machine qui pouvait être appelée ordinateur. Alors vous le voyez sur la droite, enfin sur l'image en bas à droite, elle tient effectivement dans une grande salle, d'accord? Alors que la machine, donc l'ABC, tenait sur une petite armoire. Alors l'intérêt, c'est que ici, comme je le disais, on commence à chaque fois donc qu'on crée une machine, on va tout de suite effectivement donner ce qu'on appelle donc sa puissance de calcul. Et donc le Mark I va effectivement pouvoir faire 3 opérations donc sur 23 chiffres, ce qui devient effectivement un peu important, d'accord, en 1 seconde. Alors à partir de 1945, on va avoir une vraie révolution donc sur l'architecture de la machine ordinateur par les travaux de von Neumann qui va en fait nous donner un cadre précis, d'accord, de l'architecture que pourrait avoir donc une machine qui fait des calculs. Et toutes les machines qui seront créées par la suite vont effectivement avoir l'architecture de von Neumann. Alors l'ENIAC, c'est la machine qui a été créée donc par Eckert et Moschi en 1946. Alors pareil, comme on le voit, hein, elle occupe une superficie de 72 mètres carrés. C'est vraiment une grande pièce. Alors ce qui est intéressant, c'est que on commence effectivement, on est passé de 3 opérations par seconde, et là, on arrive à des temps de calcul, entre guillemets, qui commencent effectivement à être intéressants. D'accord ? Donc cette machine-là va travailler à 330 opérations, donc multiplication par seconde. Alors, ensuite, nous avons eu donc l'invention du transistor qui va nous faire passer, donc je n'ai pas donné les détails, mais vous l'avez vu, hein,
j'ai parlé donc de l'ère mécanique, puis l'électromécanique, et là, on va arriver avec le transistor à l'ère électronique. Les choses vont s'accélérer très très vite à partir donc de la création du transistor, où on va donc avoir les créations en fait des machines telles qu'on les connaît aujourd'hui. D'accord ? On est carrément rentré donc dans l'ère moderne donc des ordinateurs. Alors j'ai mis en rouge la date 1951 où on voit apparaître une compagnie française qui va en fait créer le premier ordinateur qui sera mis en vente en France. D'accord ? Cette compagnie s'appelle Bull. On va suivre l'évolution de Bull par la suite quand je vais parler effectivement des enjeux économiques. Alors, j'ai aussi mis en exergue ici, en 1951, la création donc du tambour de masse qui va permettre d'améliorer, la technologie sur tout ce qui est mémoire. Donc là, on a la création effectivement du tambour de masse qui va nous permettre effectivement d'avoir des mémoires, des capacités de mémoire qui deviennent intéressantes. Alors, toujours dans l'ère électronique, on va donc avoir, juste après la création des tambours de masse, la création des mémoires à tore de ferrite qui vont permettre une miniaturisation. À partir de là, on pourra avoir effectivement des ordinateurs dans des superficies assez restreintes, d'accord ? L'intérêt, donc, en 1955, c'est la création du l'IBM 704, donc par IBM, qui est la première machine qui va donc dépasser le millier d'opérations par seconde. Et là, on arrive effectivement à 4000, donc c'est 4 kiloflops. Le flop, c'est le nombre d'opérations en virgule flottante par seconde. D'accord ? Voilà. Donc, à partir de 1955, toutes les machines vont donc dépasser effectivement le kilo opération, donc le kiloflop, d'accord, par seconde. Et on arrive effectivement à des choses qui deviennent intéressantes. Alors, autre caractéristique donc de l'IBM 704, c'est que à la création de l'IBM 404, les techniciens ont directement travaillé aussi sur le langage et on a vu apparaître le langage Fortran qui est encore utilisé aujourd'hui. Donc, jusqu'à très longtemps, ça a été le premier langage scientifique, d'accord ? Voilà, et on utilise encore le Fortran aujourd'hui. Alors, je passe rapidement sur les années 50 et les années 60, où l'intérêt, donc, en 1960, c'est l'apparition du premier jeu vidéo. Donc, jusqu'à présent, on construisait les ordinateurs pour faire des calculs. Et en 1960, c'est la première fois qu'on utilise un ordinateur pour faire quelque chose de ludique. Voilà. Et donc, c'était le Spaceware qui a été donc créé en 1960, qui était le premier jeu vidéo, donc, qui tournait sur un ordinateur. Puis, il y a eu donc la création de langages tels que le COBOL, le BASIC qu'on a tous utilisé, voilà, et puis le code ASCII. Alors, je continue dans mes dates où on voit apparaître le langage Pascal que vous connaissez aussi, je suppose. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la création du réseau ARPANET, qui est en fait l'ancêtre de l'Internet. C'est la première fois qu'on mettait plusieurs ordinateurs en réseau. Alors, la première fois, c'était 4 ordinateurs, hein, mais c'est la première fois, effectivement, qu'on faisait communiquer les ordinateurs entre eux. Et à partir des années 71, il y a eu effectivement donc, la révolution sur le plan électronique, où on est passé à l'utilisation des microprocesseurs, c'est-à-dire qu'on pouvait donc mettre plusieurs milliers de transistors sur une puce avec une superficie qui est assez petite. Et donc, c'est la compagnie Intel, la compagnie américaine Intel, qui a mis donc en vente le premier microprocesseur. Et on voit effectivement que ce premier microprocesseur pouvait donc contenir, entre guillemets, plus de 2000 transistors donc, sur la puce. Alors, 1972, toujours avec ARPANET, premier essai donc, du courrier électronique que nous utilisons tous aujourd'hui. En fait, le mail est né en 1972.
Puis, il y a donc l'évolution d'Intel sur les microprocesseurs. Donc, on est passé de 2000 à plus de 3000. Et on va le voir par la suite, l'évolution donc de l'ordinateur va essentiellement être basée sur le nombre de transistors qu'on pourra mettre sur les puces électroniques. Alors, par la suite, je vous montre quelques dates avec l'apparition de certains noms qu'on connaît bien aujourd'hui, Bill Gates, etc. Ce qui m'intéressait, c'est la date de 1973, où en fait, le premier ordinateur qui s'est retrouvé dans un boîtier a été créé, et en fait, il a été créé par un Français qui s'appelle François Gernel. Voilà. Puis, en continuant, on va donc avoir en 1975 ou 1976 Steve Jobs qui a créé donc la société Apple, et il y aura le premier micro-ordinateur de Apple sur la gauche, en bas à droite, et puis sur la gauche on voit effectivement apparaître la première console de jeux vidéo qui a été proposée par Atari. Donc à partir de là, l'ordinateur n'est plus effectivement quelque chose qui est essentiellement lié au calcul numérique, c'est-à-dire utilisé par les mathématiciens ou des scientifiques, des physiciens et des chimistes. Voilà, on peut donc effectivement passer de l'ordinateur scientifique à l'ordinateur grand public. Et les choses vont s'accélérer donc à partir de 1981 avec la construction du premier PC. PC, c'est Personal Computer. Voilà, en 1981 par IBM. Et effectivement, ce PC, c'est l'ordinateur que nous avons tel qu'on le voit ici, on l'a eu pratiquement tous jusqu'en 1995, jusqu'aux années 2000. Voilà. Et chose plus importante, c'est la création de l'ordinateur Lisa par Apple, que vous voyez en bas à gauche là-bas, ou à droite par rapport à vous. Ce qui est intéressant pour cet ordinateur, c'est que en fait, on retrouve tout ce qu'on connaît des ordinateurs aujourd'hui. Donc, on a ce qu'on appelle une carte graphique. Donc, on peut faire les dessins avec un ordinateur, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Voilà. Il y a l'utilisation donc de la souris. C'est le premier ordinateur qui permettait effectivement d'utiliser la souris. Alors, comme je le disais, la suite de l'évolution va en fait tout simplement être concentrée sur le nombre de transistors qu'on peut donc mettre effectivement sur des puces. Il y a donc Moore, qui est un technicien de Intel, qui a défini une loi, qui est donc la loi de Moore. Il a indiqué, il a modélisé donc les capacités qu'on avait à intégrer des transistors sur des puces. Et il a dit que tous les 18 mois, ce nombre effectivement doublait. Et on le voit, l'évolution a suivi effectivement cette loi jusqu'à l'an 2000. Et on s'est rendu compte, donc par la suite, que cette loi ne sera plus possible, tout simplement à cause des difficultés, on va le dire comme ça, technologiques. C'est-à-dire qu'il est pratiquement impossible sur le plan technologique de pouvoir donc mettre aujourd'hui, sur le plan technologique et physique d'ailleurs, de pouvoir mettre sur la même puce plus d'1 milliard de transistors. Alors, les choses vont bouger. Donc, au lieu de travailler sur le nombre de transistors, on va donc travailler maintenant sur ce qu'on appelle les supercalculateurs, qui utilisent donc un nombre de processeurs en même temps très très important. Donc, c'est la notion de parallélisme, où on va donc travailler en même temps avec 10 000, 1 million ou un peu plus de processeurs en même temps. Et aujourd'hui, les supercalculateurs sont devenus, c'est devenu un enjeu économique, politique et même au-delà. Et tous les ans, il y a un ranking, un classement de tous les meilleurs supercalculateurs. Donc tous les ans, tous les informaticiens attendent avec impatience le rang donc des supercalculateurs. Là, je vous en montre 3. Alors,
l'Oxygène, c'est le supercalculateur le plus puissant français qui est installé ou qui sera installé à Grenoble. Il est produit par Bull. Il fonctionne à 2,7 pétaflops. Donc on a parlé des flops tout à l'heure, je vous ai dit, c'est le nombre d'opérations en virgule flottante qu'on peut donc faire par seconde. Alors le péta, c'est 1 milliard de téra. Le téra, c'est 1 milliard d'opérations. Donc le péta, c'est 1 milliard d'opérations par seconde. C'est vrai qu'on atteint effectivement des chiffres qui deviennent canoniques. Voilà. À côté, il y a le K-Computer, qui est le supercalculateur japonais qui se trouve à Kobe. J'ai eu la chance de pouvoir le visiter l'année dernière. C'est vrai que Kobe est plus connu pour sa viande que pour ses éléments scientifiques. Voilà. Donc, il a été le meilleur, le numéro 1 pendant 2 ans, en 2013 et 2014. Et il fonctionne à plus de 10 pétaflops. Et depuis cette année, donc celui que vous voyez en bas, c'est le Tian-2, qui est proposé par les Chinois. Et il est devenu effectivement le premier supercalculateur et loin devant donc celui qui était devant le japonais, puisqu'il fonctionne à plus de 33 pétaflops. Voilà. Donc là, on a vu un petit peu donc l'historique. On est parti des bouliers, et puis on est donc arrivé effectivement aujourd'hui au Tian-2, et on ne sait pas où est-ce que cette technologie nous amènera par la suite. Alors, on va revenir à ce qui nous intéresse peut-être un peu plus aujourd'hui, c'est l'enseignement donc de l'informatique en France. Comme je vous le disais, je vais parler de l'enseignement dans le secondaire, puis dans le supérieur. Alors, dans le secondaire, c'est marqué en rouge, à ma connaissance, l'informatique n'est pas une matière enseignée dans le secondaire. D'accord ? Cependant, il y a quand même quelques dates intéressantes qu'il faut souligner. Donc, en 81, il y a eu le rapport Simon qui, effectivement, proposait d'introduire l'informatique dans les lycées. Comme on le voit, ce rapport a été remis en 1981 et il y a eu l'alternance qu'on connaît tous. Et en fait, les essais ont été faits sur une dizaine de lycées et au bout de 4-5 ans, je pense, on a arrêté effectivement cet enseignement. Ensuite, en 1985, il y a eu le plan informatique pour tous qui a été donc proposé par Laurent Fabius, qui était le Premier ministre à l'époque, où il a demandé effectivement que tous les collèges, même les écoles, puissent avoir, que les élèves donc des écoles et collèges puissent avoir, tout le monde puisse avoir effectivement accès à l'outil informatique. Alors, ce plan, à mon avis, il avait un aspect pédagogique, mais il avait plus un aspect économique, puisqu'il permettait à Bull, qui était en fait le constructeur français de l'époque, concurrent de IBM, direct de IBM, de pouvoir avoir effectivement une commande de plusieurs millions d'ordinateurs, ce qui lui permettait effectivement d'avoir une croissance assez importante. Et on l'a su par la suite, il était prévu d'ailleurs que Bull crée une usine à Villeneuve-d'Ascq, et on le sait tous, Villeneuve-d'Ascq c'est à côté de Lille, qui était, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le fief de Pierre Mauroy, qui a été Premier ministre avant Laurent Fabius. Donc il y a eu effectivement des collisions pédagogiques et économiques sur le plan informatique pour tous. Ceci étant, aujourd'hui, je pense que dans toutes les écoles en France et dans tous les collèges, il y a au moins une salle informatique et tous les élèves peuvent, à un moment à un autre, effectivement, avoir accès à l'informatique. Donc, c'est lié, effectivement, à ce plan pour tous. Alors, les enseignements d'informatique se font essentiellement aujourd'hui en cours de technologie. Donc, mes enfants, quand ils me parlaient d'informatique, c'était plus pendant les cours de technologie où on leur fait une sorte d'introduction donc à la bureautique, et puis il y a donc l'utilisation de certains logiciels. Et
depuis 2012, je pense que je ne me suis pas trompé, il y a eu donc l'introduction de l'option de spécialisation ISN, informatique et sciences du numérique, voilà, qui permet donc aux élèves qui sont en terminale S et qui suivent cette option d'avoir des cours d'informatique. Je crois que c'est 2 heures d'informatique par semaine. Voilà. Donc c'est un petit peu le tour sur l'enseignement donc de l'informatique dans le secondaire. Donc on va plus s'arrêter sur l'enseignement dans le supérieur. Alors cet enseignement a été introduit au milieu des années 70. Comme je l'ai mis, c'est sous la tutelle des mathématiques. En fait, les professeurs d'informatique de l'époque étaient en fait des professeurs de maths qui se sont reconvertis en informatique. Et à la faculté des sciences, jusqu'aux années 80-85, les départements d'informatique étaient des sous-départements, entre guillemets, des départements de mathématiques. Voilà. Alors, aujourd'hui, l'informatique est devenue une matière à part entière qui est enseignée donc à la faculté des sciences, comme les mathématiques, la physique, etc. D'accord ? Nous avons aussi une section propre au niveau du CNU, c'est la section 27. Le CNU, c'est le Conseil national des universités. C'est la section 27, bien sûr proche de la section des mathématiques, qui est la section 25 et 26. Donc on voit très bien toujours cette proximité. Alors, si on s'arrête sur le tableau que j'ai mis en dessous, c'est le nombre d'étudiants aujourd'hui à la faculté des sciences à Dijon. Donc si vous regardez, en rouge, on voit le nombre d'étudiants qui sont dans le département d'informatique. Il y en a 451 sur 866. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, depuis les années 90, le nombre d'étudiants dans le départ qui font de l'informatique a suivi une sorte de loi de Moore, d'accord? Et on est passé, moi j'ai été recruté en 1991, et à Dijon, il y avait moins de 50 étudiants en informatique. Et aujourd'hui, il y en a 450, et en maths, 73. Alors, on n'a pas mis, c'est jusqu'au master, hein, il y a des étudiants qui sont en doctorat, etc., qui n'apparaissent pas dans ce tableau-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 50% des étudiants qui rentrent à la faculté des sciences qui se dirigent effectivement vers l'informatique. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais c'est l'état des lieux aujourd'hui. Alors, quels sont les diplômes qui sont délivrés? J'ai mis donc 3 types. Donc, le premier, c'est les diplômes qui sont délivrés donc, après le premier cycle. D'accord? J'ai mis le BTS, parce que c'est un diplôme post-bac, mais en fait, les BTS sont plutôt faits dans les lycées. Sinon, au niveau de l'université, c'est le DUT, qui est donc délivré à l'IUT. Ensuite, au niveau de la faculté, il y a le C2I, qui est un certificat, c'est une certification qui est obligatoire aujourd'hui pour tous les élèves, tous les étudiants qui rentrent à l'université. En dehors de la faculté des sciences, ils sont obligés effectivement de passer ce C2I qui leur permet d'avoir une certification sur l'utilisation de la bureautique et de l'Internet. Ensuite, on délivre donc la licence d'informatique comme on délivre la licence de maths, puis les masters et le doctorat. Et à côté, donc dans les écoles d'ingénieurs, on peut délivrer donc le diplôme d'ingénieur en informatique, comme nous le délivrons effectivement à l'ESIREN. Alors, si je prends l'enseignement donc dans le premier cycle, j'ai été voir les documents officiels. Donc, premier cycle, c'est essentiellement le DUT. Et les objectifs qui sont annoncés, c'est ceux qui sont marqués là. Donc, les étudiants formés doivent être capables de participer à la conception, la réalisation, la mise en œuvre de systèmes informatiques correspondant aux besoins des utilisateurs. Voilà. Et les enseignements sont ceux que j'ai notés, donc l'algorithmique, la programmation, etc. Sur 2 exemples simples, je vais vous montrer donc à quoi correspondent donc la notion d'algorithme, la notion de programme, la notion d'architecture, etc. D'accord? Donc j'ai pris un exemple qui va vous parler,
qui est le calcul donc, du PGCD de deux nombres, A et B. Donc, pour faire ce genre de problème, on va passer par plusieurs étapes. La première, c'est une analyse simple, où on va essayer d'énoncer le problème de manière simple, sans chercher effectivement à aller sur des éléments, entre guillemets, mathématiques ou autres. D'accord? Voilà. Donc, ce que je dis, pour calculer donc, le PGCD de deux nombres A et B, en utilisant donc l'algorithme bien connu d'Euclide, voilà, il suffit de prendre le plus grand, de le diviser par le plus petit, et ensuite le reste, je vais le reprendre, et je vais le remplacer par le plus grand, et je vais recommencer le processus. Donc je l'ai dit dans un français qui n'est pas très correct, mais je pense que tous les étudiants, si on le leur dit ainsi, ils vont le comprendre. À partir de là, on va essayer de construire quelque chose qui est dans un cadre un peu plus bien précis, qui est donc un algorithme, qui est ce que vous voyez sur la gauche, ou alors on peut effectivement le traduire à ce qu'on appelle un organigramme avec des éléments bien précis. On voit apparaître des carrés, des losanges, des flèches, etc. D'accord? Donc tout ceci va nous permettre de passer à l'étape où on va voir apparaître certaines notions qu'on ne connaissait pas avant. D'accord? Donc la notion de type, par exemple, quand je dis entier naturel, il faut que la machine puisse connaître effectivement à quoi ça correspond, quelles sont les différentes valeurs, d'accord, que peuvent prendre des entiers naturels, etc. Ensuite, il y a la notion de conditionnel, on le voit ici, donc dans le losange dans notre organigramme, il y a en fait une condition. Donc, la conditionnelle va nous permettre de faire un traitement ou un autre traitement en fonction de la validité ou non, d'accord, de cette condition. Puis, il y a la notion d'itération. Donc, les conditionnels et les itérations, c'est ce qu'on appelle des structures de contrôle. Il y en a bien sûr d'autres. Voilà. Donc, il faut que l'élève puisse donc sortir ces différentes notions, d'accord, et les utiliser par la suite dans un programme qui est donc tout simplement une traduction de notre algorithme en utilisant donc les notions qu'on vient de voir, d'accord, dans un langage, je dis, qu'on appelle donc langage informatique. Alors, par la suite, on va demander aux étudiants d'essayer de comprendre ce qui se passe un peu plus bas. Donc, quand j'écris un programme tel que celui-ci, je ne m'occupe pas de certaines choses qui se passent effectivement au niveau de l'ordinateur. D'accord? Donc l'architecture va nous permettre effectivement de répondre à ces questions-là. Alors les questions qui peuvent être posées, c'est, en fait, j'ai parlé de deux nombres pour calculer le PGCD. Ces deux nombres, où est-ce que je les place? D'accord? Donc comment est-ce que je vais les stocker? Voilà. Ensuite, on va effectuer une division. Comment est-ce que je fais pour effectuer la division? Voilà. Ensuite, je vais remplacer le reste, ou je vais remplacer le plus grand par le reste. D'accord? Donc, il y a en fait un déplacement d'informations. Comment est-ce que je le fais? Ensuite, il y a une succession donc d'instructions qui sont faites avec un séquencement qui est bien précis. D'accord? Il faut que je puisse gérer effectivement ce séquencement. Alors, tout ceci, je vais le faire au travers de ce qu'on appelle une unité de contrôle, qui me donne donc le schéma que vous voyez sur la droite. D'accord? Où on voit donc apparaître les différents éléments, c'est-à-dire des registres, des unités donc de calcul, des bus, etc. Alors, à la fin, l'idée, c'est de pouvoir écrire ce qu'on appelle un microprogramme, c'est-à-dire que quand j'ai mon unité de contrôle, je vais donc avoir une liste d'instructions que je peux donc effectuer ou non. Donc on arrive à l'idée binaire, donc soit c'est oui, soit c'est non, le 1 ou le 0, voilà. Et donc j'ai ma liste d'instructions et mon microprogramme va donc me dire, je commence par telle instruction, puis telle, etc., etc. Bien, le deuxième exemple, très rapidement, va concerner un problème qu'on connaît tous, qui est le tri. Là, je prends une liste de noms, d'accord, et je veux les trier. Donc, je prends ma liste qui est à ma gauche, et je veux avoir ce qui se trouve sur la droite. Voilà. Et à partir de là,
on va voir apparaître un certain nombre donc de notions telles que la notion de structure, une structure étant donc le regroupement dans la même entité de plusieurs informations qui sont identiques ou non. Voilà. La notion de base de données, en fait, là, dans l'exemple que j'ai donné, j'ai mis que des noms. On aurait pu mettre les noms et les prénoms. On aurait pu ajouter la date de naissance. On aurait pu ajouter des notes, etc. C'est-à-dire que à la même entité, on va donc avoir effectivement un nombre d'informations, d'accord, qui sont plusieurs informations du même type ou de types différents. Et à partir du moment où je dois gérer un nombre important de ces informations-là, je vais donc les mettre effectivement dans ce que j'appelle une base de données. Donc on va apprendre aux étudiants effectivement à travailler donc sur les bases de données. Ensuite, quand je fais mon tri, donc on a mis Abdou avant Dupont, ça veut dire que à un moment donné, j'ai effectivement comparé Dupont à Abdou. Et en fait, cette comparaison, c'est une comparaison qui est complexe. C'est pas comme si je comparais deux nombres simples, d'accord? Il y a un processus qui est mis, et ce type de processus va donc se faire au travers de ce qu'on appelle des fonctions ou des procédures. Voilà. Et là, sur notre exemple, je pense que j'ai 8 noms, mais imaginons qu'on travaille sur l'ensemble des Français. Ça veut dire que nous allons travailler sur un ensemble avec un cardinal qui devient effectivement très très important. Alors, faire le tri sur 10 noms, je peux le faire à la main, mais si je dois faire le tri sur 1 million ou 2 millions ou 10 millions de noms, le problème devient effectivement différent. D'accord? À partir de là, je vais me poser la question, est-ce que je peux trouver des algorithmes qui vont me permettre d'aller beaucoup plus vite, d'accord, que ceux que j'aurais pu utiliser pour un problème un peu plus simple. Et à partir de là, va donc se poser le problème de ce qu'on appelle la complexité, d'accord, où on va définir la notion de la taille de problème et ensuite du nombre d'opérations élémentaires, d'accord, qu'on va effectuer pour résoudre notre problématique. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là par rapport aux exemples, mais j'aurais pu aller plus loin et puis vous montrer dans des exemples par rapport au réseau, etc. D'accord? Alors, dans le deuxième cycle, je vais très vite, les objectifs, c'est de permettre en fait aux étudiants d'avoir une abstraction un peu plus haute. Donc, on va revoir les mêmes notions qu'on a vues dans le premier cycle, mais en rajoutant un peu, donc, comme vous le voyez, de mathématiques entre guillemets. Donc on va beaucoup travailler effectivement sur, par exemple, la théorie des langages, où on va utiliser beaucoup de calculs de prédicats, etc. Sur les problèmes, l'étude de la complexité, donc les systèmes complexes. Tout ceci est très très mathématique. Et par la suite, aujourd'hui, donc l'enseignement nous rapproche de plus en plus vers ce qu'on appelle les NTIC. C'est-à-dire les nouvelles technologies de l'informatique ou de l'information et de la communication. Donc, on va faire des cours sur des thématiques telles que l'image, le multimédia, la sécurité, les réseaux. Mais quand je dis réseau, c'est réseau sur un plan effectivement supérieur que le réseau au niveau d'une entreprise, par exemple. Et puis, par la suite, donc les étudiants qui sortent avec un master, vont avoir une spécialisation dans un domaine bien précis. Alors, pour terminer, donc au niveau de l'enseignement, je vais parler donc des enseignants qui sont acteurs donc par rapport à tout ce que je vous ai dit. Alors, les enseignants sont recrutés, donc à l'université sont recrutés sur concours. Il y a 4 étapes. Donc la procédure est la même pour tous les enseignants qui rentrent effectivement à l'université. Il faut être titulaire d'un doctorat ou d'un PhD. Ensuite, il faut être qualifié par le CNU. Ça veut dire qu'on demande pendant le doctorat un certain nombre effectivement de... En fait, on est beaucoup jugé au niveau de la recherche. Donc, un certain nombre d'articles de publication qui sont imposés. Voilà. Puis, lors de la mise en place du concours, il y a plusieurs candidats qui vont donc passer des auditions devant une commission de spécialistes, puis qui va
proposer un classement au CA donc de l'université ou de l'école d'ingénieur qui va donc en fait nommer le candidat sur un poste de maître de conférence universitaire. Voilà. Alors, tous les enseignants de l'université, à l'université, sont des enseignants-chercheurs. On fait de l'enseignement et de la recherche. Et on doit, entre guillemets, 192 heures statutaires par an, d'accord, donc à l'université. On a une évaluation qui est faite essentiellement sur la recherche, pas sur l'enseignement, ce qui est, à mon avis, pas une très bonne chose. Voilà. On est jugé, en général, tous les 5 ans, et notre promotion va dépendre effectivement essentiellement de nos résultats sur la recherche. Alors ça nous amène à parler de la recherche. Alors, les chercheurs en France, donc, je parle de l'informatique, mais c'est la même chose, je pense, pour la physique, enfin pour les disciplines scientifiques. Voilà, donc on a les enseignants-chercheurs, les maîtres de conférences et les professeurs. Il y a des chercheurs, je vais revenir dessus tout à l'heure. On peut avoir ce qu'on appelle des ingénieurs de recherche et bien sûr les étudiants qui sont en thèse. Alors, les organismes de tutelle de la recherche, on a donc le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sous ce ministère, nous avons donc les universités et les écoles d'ingénieurs. Voilà. Tous les enseignants-chercheurs sont regroupés au sein des laboratoires qui sont reconnus par l'université. Certains sont affiliés au CNRS, je vais en reparler juste derrière. Alors, l'affiliation au CNRS montre en fait la qualité, d'accord, des résultats du laboratoire. Donc cette affiliation, elle est faite sous la forme de ce qu'on appelle les UMR, les unités mixtes de recherche. À Dijon, en informatique, nous avons un laboratoire, c'est un gros laboratoire, qui s'appelle le L2I, Laboratoire d'électronique, d'informatique et d'image. J'en étais le directeur adjoint encore jusqu'à l'année dernière. C'est un laboratoire qui est affilié au CNRS, donc c'est une UMR. On est environ une centaine de permanents aujourd'hui donc dans ce laboratoire. Il regroupe des informaticiens et des électroniciens. Alors, toujours comme organisme de tutelle, nous avons les grands organismes publics de recherche, donc le CNRS que vous connaissez tous. Ce qu'on peut en dire, c'est qu'il a plus de 10 000 chercheurs qui sont regroupés donc sur plus de 1000 laboratoires, donc 1000 laboratoires sont en fait en dehors du CNRS. C'est des unités, donc c'est des UMR qui sont donc affiliés effectivement au CNRS. Et en informatique, nous avons la chance d'avoir l'INRIA, qui est l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, voilà, qui a été fondé en 1967. On a à peu près environ 600 chercheurs aujourd'hui à l'INRIA et 8 centres, donc en général sur des grandes villes, donc des différentes régions. Alors, que signifie faire de la recherche en informatique? Ben, c'est travailler dans un domaine scientifique bien précis. D'accord? Alors, j'ai donné quelques éléments qu'on nous demande, comprendre une théorie scientifique, apporter des améliorations, etc. Comment on le fait? Par la lecture d'articles, essentiellement. Et on nous demande donc de faire des publications, soit dans des conférences ou des revues scientifiques. Voilà. On nous demande aussi de pouvoir faire de montage de projets sur le plan national, mais de plus en plus, on nous demande effectivement de travailler avec des équipes étrangères. Alors, au niveau du financement, on est essentiellement financé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ceci sous forme de dotations qui sont des dotations qui sont donc données au laboratoire, mais les dotations sont en fait individuelles. Et comme vous le voyez, le ministère ne nous donne pas beaucoup d'argent. On a par enseignant environ 1000 € donc par an, d'accord, pour faire de la recherche venant du ministère. Ensuite, on peut avoir donc des projets au travers de l'ANR. ANR, c'est l'Agence nationale de la recherche. Voilà. Il y a l'Union européenne qui peut aussi financer des projets, qui donne d'ailleurs beaucoup d'argent. La difficulté, c'est qu'il y a,
il y a beaucoup de demandes pour peu d'accepter en fait. Voilà. Et puis les conseils régionaux qui financent pas mal la recherche, donc soit au travers d'achats de matériel ou alors de bourses. Voilà. On a des instituts publics ou privés, notamment le CEA que vous connaissez tous, des instituts tels que l'Institut Pasteur, etc. Voilà. Et nous, en informatique, on a la chance aujourd'hui, effectivement, d'être très proche des entreprises. Beaucoup d'entreprises se rapprochent, effectivement, des laboratoires pour des problématiques, d'accord, qui vont les intéresser sur le plan scientifique ou sur le plan applicatif. Donc, ça nous permet effectivement d'avoir une ressource supplémentaire sur le plan de la recherche. Voilà. Alors, la rémunération, je m'arrête 30 secondes dessus, parce qu'on va le voir par la suite. Donc, les étudiants en thèse, tous les étudiants qui sont en thèse, en informatique, je pense que c'est le cas pour l'ensemble des autres disciplines scientifiques, sont forcément payés, ils ont une bourse, ils ont entre 1400 et 1700 euros par mois. Voilà. Les maîtres de conférences se sont recrutés avec un salaire de l'ordre de 2000 euros et les professeurs ou les directeurs de recherche ont un salaire qui va varier donc de 3000 à 5000 euros en fin de carrière. Alors, c'est important parce qu'on va le voir par la suite. Aujourd'hui, on attire de moins en moins donc, de chercheurs en informatique, tout simplement parce que les étudiants qui sortent soit d'une école d'ingénieur ou d'un master sont plus payés que les enseignants, chercheurs au moment de leur recrutement. D'accord? Donc, qui pose effectivement un problème. Alors, les domaines, je vous donne une liste qui n'est pas exhaustive. Donc, les systèmes d'information, l'intelligence artificielle, l'analyse de données, l'informatique décisionnelle. Vous avez tous entendu parler du big data, donc c'est par rapport à l'informatique décisionnelle, tout ce qui est génie logiciel, l'image, le multimédia, etc. Alors, très rapidement, je vous montre deux exemples. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails. Donc, deux exemples de projets que mon équipe et moi-même avons montés. Donc, ce premier exemple, c'est un projet sur la reconstruction 3D par ce qu'on appelle la stéréovision active avec l'utilisation des algorithmes génétiques. Alors, l'idée, c'est, vous connaissez tous la stéréovision passive, c'est le processus qui nous permet d'avoir l'information dite de profondeur. Donc, pour pouvoir avoir cette information, on a besoin de deux caméras comme nos yeux, d'accord? Et là, on a monté donc un système qui nous permet en fait de pouvoir avoir l'information de profondeur avec une seule image. L'idée, c'est quand je veux donc étudier un objet, je projette une forme que je connais sur cet objet-là, et ensuite je vais prendre l'image donc de la forme sur l'objet. Ensuite, en modélisant les déformations de la forme, je pourrais donc avoir l'information de volume ou l'information 3D. D'accord? Voilà. Donc je vous montre des exemples simples où on a le masque à gauche et on a donc l'image. Alors j'ai oublié de le dire, notre système utilise donc une caméra et un projecteur de faisceau de rayons laser sur l'objet. Voilà, et le faisceau, c'est un faisceau régulier qui est en fait un carré, comme on le voit sur l'image en noir et blanc que vous avez sur la droite. Voilà, et donc, quand je prends l'image de mon masque avec la projection donc, du faisceau des rayons laser, j'obtiens l'image qui est au milieu. Donc, à partir de cette image, donc en utilisant uniquement cette image-là, j'obtiens donc le résultat qui est le masque reconstruit, d'accord, en 3D. Voilà. Alors, nous n'avons pas eu de chance parce que ce projet, c'est un projet qui a été effectivement très très bien valorisé sur le plan national et on n'a pas eu des financements pour pouvoir effectivement le breveter. 2 ans après, on a eu Microsoft, que vous connaissez tous, qui a sorti la Kinect, qui fait à peu près la même chose, en mieux, mais aujourd'hui,
la Kinect, c'est la caméra qui est utilisée par tous les chercheurs qui travaillent sur l'image et aussi pour les jeux vidéo. Donc on est passé effectivement très très près de quelque chose de très grand. Voilà. Alors le deuxième projet que je vous montre là, c'est l'analyse du mouvement humain 3D. Alors on sait très bien comment dire, déterminer le mouvement en 2 dimensions, mais en 3 dimensions c'est très compliqué parce qu'on a effectivement un nombre de degrés de liberté qui devient très très important. Voilà. Donc on a mis en place une méthode qui nous permet donc de déterminer ce mouvement. Là je ne rentre pas dans les détails, si vous êtes intéressé, on peut en discuter par la suite. Voilà. Donc en prenant 2 images qui se suivent, je peux donc déterminer le mouvement de chacun des points de mon image, ce qui peut me permettre en fait de faire une reconstruction à partir de 2 images clés. On le voit ici, par exemple l'image de la dame, la danseuse. Il y a une première image, donc c'est une vidéo, hein. Il y a une première image qui est l'image 50 dans la séquence vidéo, et la deuxième qui est l'image 55 dans la séquence vidéo. Et nous pouvons donc en fait, comment dire, reproduire le mouvement qui est suivi par la dame. D'accord, entre ces deux, voilà. Et en prenant notre vidéo, on peut effectivement se rendre compte qu'on est très très proche de la réalité. Donc si vous êtes intéressé, on peut en parler tout à l'heure. Je passe très rapidement. Donc ça, c'est la Kinect dont je vous ai parlé tout à l'heure, que Microsoft a donc sorti pour les images en 3D. Alors, pour finir, on va parler des enjeux économiques. Alors, les questions qui sont posées quand on rentre dans ce type de problématique, c'est, en fait, en tant qu'enseignant ou formateur, est-ce que les formations que nous dispensons sont effectivement en adéquation avec les emplois qui sont proposés? Voilà. Quels sont les secteurs d'emploi? Quel est le taux d'insertion donc de nos étudiants à la sortie, soit de la fac ou des écoles d'ingénieurs? Voilà. Quelle est la tendance au niveau du secteur? Est-ce que globalement on est en croissance ou non? Voilà. Est-ce qu'il y a un nombre d'emplois créés par an qui est effectivement significatif? Et quels sont les salaires qui sont proposés à l'embauche? Voilà les différentes questions auxquelles il faut effectivement répondre. Donc je vous rassure, je n'ai pas fait d'études particulières statistiques pour pouvoir effectivement avoir une réponse à tout ça, mais je peux vous donner donc quelques éléments. Alors, en informatique aujourd'hui, on va essentiellement avoir des emplois donc sur le secteur industriel. Donc ce que j'entends par secteur industriel, c'est des usines qui fabriquent des ordinateurs. Donc en France actuellement, il n'y a que Bull qui est effectivement dans ce secteur-là. Et encore, Bull, depuis quelques années, a changé de fusil d'épaule. Et comme on le voit, il travaille plus, enfin, l'entreprise travaille plus dans les logiciels ou alors des gros ordinateurs, c'est-à-dire des serveurs ou des supercalculateurs. Là, j'ai mis le nombre d'emplois de Bull depuis les années 80. On le voit effectivement, comme je vous l'ai dit, hein, au courant des années 80, c'était la grosse entreprise en informatique. Et puis, il y a eu, pour des raisons que moi je ne connais pas, une chute donc, par rapport à Bull. Et depuis 2009-2010, il y a effectivement une croissance qui est en train d'apparaître. Alors, donc, à côté des fabricants des ordinateurs, on a effectivement des fabricants des matériels informatiques. D'accord? Alors, tous les fabricants d'ordinateurs ont des filiales en France. Par exemple Dell, que vous connaissez bien, Samsung, Sony, HP, etc. Alors sinon, le plus gros est plutôt dans le secteur tertiaire. Alors, les informaticiens qui sont formés vont travailler, donc j'ai mis un certain nombre donc, de domaines, mais ce n'est pas exhaustif, hein. Donc les informaticiens vont travailler plutôt dans le génie logiciel, donc la mise au point de système ou des problèmes de maintenance au travers de ce qu'on appelle les SS2I. Voilà. On va voir des informaticiens qui sont donc intéressés par des PME ou des banques. Voilà. Il y a les jeux vidéo. En France, on est très très bien placé au niveau des jeux vidéo. Il
il y a tout ce qui est programmation mobile, donc c'est toutes les applications que vous avez maintenant sur vos smartphones. L'application la plus connue étant le Uber, dont vous avez tous entendu parler. On va travailler, les informaticiens vont travailler également dans les domaines proches des réseaux, d'accord, et puis le multimédia et le web. Alors, là, je vous montre, une statistique qui a été faite sur les diplômés donc, de notre école d'ingénieurs. Donc, au niveau de la fac, c'est un peu compliqué de faire des statistiques. Quand les étudiants partent, on n'a pas des retours sur leur position. Par contre, dans les écoles d'ingénieurs, on a une association des anciens, d'accord, de l'école, qui permet donc effectivement d'avoir un historique de ce que sont devenus les étudiants à la sortie de l'école. Alors, en termes de salaire moyen, un étudiant donc, qui sort de l'ESIREM aujourd'hui a un salaire moyen de 36 euros. Ça veut dire qu'il gagne en moyen 3 000 euros, donc en rapport avec les 2 000 euros que j'ai annoncé donc pour le maître de conférence, d'accord, au moment de son recrutement. Ce qui veut dire que on va attirer de moins en moins d'étudiants, effectivement, au niveau de la recherche en France, d'accord, par rapport, effectivement, au problème des salaires. Alors, les secteurs, on les voit, il y a pas mal, donc, de nos étudiants qui vont aller travailler dans ce que j'ai appelé les SS2I. Beaucoup travaillent aussi dans le conseil et l'ingénierie, voilà. Le taux d'insertion, donc pareil, c'est sur les étudiants de notre école d'ingénieurs. Donc on le voit, 45% d'étudiants sont directement embauchés à la sortie de l'école. Au bout de 2 mois, donc après leur diplôme, il y a 60% d'étudiants qui sont embauchés. Et au bout de 6 mois, donc quand on dit embauché, c'est les CDI, ce n'est pas les CDD. Donc au bout de 6 mois, il y a plus de 90% d'étudiants qui sont embauchés donc en CDI. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est effectivement dans un secteur qui est encore aujourd'hui très porteur. Et on va le voir par la suite sur les statistiques que j'ai tirées donc du réseau LinkedIn. C'est un réseau qui est proche, c'est pas le mot, de Facebook, mais c'est plus un réseau professionnel. D'accord? Il y a plus de 8 millions de membres donc, sur LinkedIn en France, ce qui veut dire que les statistiques qu'ils peuvent nous donner sont effectivement plausibles. Et donc là, on voit la liste des 25 compétences les plus demandées par les recruteurs en France. Sur les 25 compétences les plus demandées, il y a 12 qui sont directement liées à l'informatique. Et d'ailleurs, les 3 premières compétences sont effectivement des compétences informatiques. D'accord? Et ceci est corroboré par cette illustration où on voit effectivement donc l'attrait au niveau des emplois. Donc tout ce qui est technologie de l'information est effectivement classé en 1. Donc vous le voyez tout en haut à droite. Voilà. Donc c'est vraiment les métiers pour lesquels on a une forte demande et l'offre ou la concurrence est effectivement faible. Donc ça veut dire que, c'est pour ça qu'on le voit, au niveau du taux d'insertion, la plupart donc des étudiants qui sortent peuvent donc être effectivement recrutés très rapidement. Alors je suis désolé, mais l'enseignement n'est pas effectivement dans ce sens-là. On le voit ici, plutôt en bas. Voilà. Alors ceci étant, peut-être que les statistiques par rapport à l'enseignement sur LinkedIn est peut-être biaisée. D'accord? Les statistiques sont peut-être biaisées. Voilà. Alors, pour finir, j'ai fait rapidement une analyse de SWOT, mais c'est à vous, je pense, de le faire par la suite, peut-être durant ce colloque, où on va donc faire apparaître les forces, les faiblesses, les opportunités et puis les menaces. Voilà, donc de l'informatique en France, d'une manière globale. C'est une tentative. Quand je dis tentative, c'est dans le mot, c'est dans le sens anglais où c'est un début, comme ça, donc d'analyse, où donc les forces, pour moi, il y a le dynamisme, on l'a vu, il y a beaucoup de jeunes
qui se dirigent aujourd'hui vers l'informatique. Donc il y a effectivement un dynamisme vers l'informatique. Ensuite, il y a la formation. On a effectivement une formation qui est très réputée, mondialement reconnue. Hein. Moi, je vais beaucoup à l'étranger et le fait effectivement de venir de France est un atout pour nos étudiants. Voilà. Alors, au niveau des faiblesses, on a le coût de la main-d'œuvre. On va revenir dessus tout à l'heure. Et puis, je ne l'ai pas signalé, on a un problème donc, au niveau du financement depuis quelques années. Donc, on voit effectivement, mais c'est peut-être la crise, hein, mais on voit effectivement que les financements baissent de manière significative donc, par rapport à la recherche. Alors, les opportunités, j'ai mis gouvernementales d'une manière générale. Il y a beaucoup ça bouge beaucoup au niveau gouvernemental par rapport à l'informatique, avec toutes les nouvelles technologies. On a vu très récemment notre ministre des Finances qui a été au CIS à Los Angeles, c'est le congrès donc, des nouvelles technologies. Il y a un secrétariat du numérique qui est créé aujourd'hui, il y a un ministère, donc un secrétariat du numérique qui est créé. Ça veut dire qu'effectivement, au niveau gouvernemental, il y a des choses qui poussent donc, dans ce sens-là. Alors, autre opportunité, c'est la croissance du secteur. Donc, comme on le voit, hein, avec toute la bulle, on va dire comme ça, informatique aujourd'hui, effectivement, le secteur a une forte croissance avec le big data, les objets connectés, etc. Donc on est complètement effectivement dans une zone, une phase très très positive. Alors, les menaces, alors j'ai parlé de la crise, quand on a une bulle, le problème, on l'a vu avec la finance, hein. S'il y a une grosse crise, on ne sait pas ce qui va se passer par rapport à cette bulle. Bien. Mais la deuxième menace que j'aurais même pu mettre en premier, c'est la concurrence avec les pays asiatiques. Aujourd'hui, avec la mondialisation, il y a des entreprises, dont par exemple en France, dans le domaine de l'informatique, qui ont des employés en Inde ou en Chine. D'accord? Donc, au lieu de payer un programmeur en France, on va donc payer un programmeur indien ou un programmeur thaïlandais ou un programmeur, ce qui revient effectivement beaucoup moins cher. Et ça, c'est une grosse menace parce que, en fait, la main-d'œuvre étant très chère, assez cher, étant chère en France par rapport effectivement à ces pays-là, et le fait, avec tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, effectivement, comme je le dis, hein, on peut donc avoir un problème par rapport à ça. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Tout d'abord, merci, monsieur Zerbi-Condat, pour cette brillante conférence. Alors, une question qu'on pourrait transposer d'ailleurs à d'autres domaines. Vous avez rappelé en introduction quelques algorithmes types, l'algorithme d'Euclide ou encore l'algorithme d'Outry. Alors, ce sont des algorithmes qu'on connaît bien, on connaît différents moyens de les programmer, dont on connaît la complexité, qui sont accessibles sur de nombreuses bibliothèques. Alors, quel est l'intérêt pédagogique, fonctionnel, finalement, de les réenseigner pour des étudiants ou ensuite des professionnels qui pourront de toute façon se servir dans des librairies et les utiliser prêts à l'emploi? La question va être posée en fait pour tous les éléments, on va dire, pédagogiques. Le problème se pose donc en informatique, comme vous l'avez dit, mais il va se poser aussi en maths, il va se poser aussi en physique, etc. Alors, ceci étant, ce qu'on peut dire, c'est que faire de la recherche aujourd'hui, en fait, on fait de la recherche sur un domaine ou sur une problématique qui existe déjà. Donc, si on prend la problématique du tri, moi j'ai des collègues dans les différents
domaines que je vous ai donnés de recherche. Voilà, par exemple la combinatoire. Les collègues qui travaillent sur la combinatoire travaillent effectivement encore sur des problématiques telles que le tri. Or, il existe effectivement plusieurs algorithmes de tri, dont le quicksort, qui est effectivement l'un des algorithmes les plus rapides et puis les plus efficaces. Mais on peut encore l'améliorer. Et le fait de pouvoir l'améliorer va nous permettre effectivement d'aller un peu plus loin sur comment dire, l'efficacité qui est recherchée de plus en plus. Donc, il y a comment dire, l'objectif qui est l'objectif pédagogique de donner des bases avant l'utilisation d'un outil à tout le monde. Et puis, à partir du moment où on maîtrise les bases, on peut donc effectivement avoir une analyse et puis une réflexion qui est effectivement beaucoup plus mûre par la suite. Vous avez regretté la concurrence que finalement les entreprises privées font à l'université pour le recrutement des informaticiens diplômés. Car évidemment, les salaires qui peuvent espérer sont supérieurs dans le privé à ceux qui peuvent attendre dans le public. Est-ce que, de façon générale, la question de la recherche ne se pose pas de savoir si, dans le privé aussi, il y a de la recherche pouvant être totalement indépendante de la recherche académique, ou éventuellement, avec des systèmes de contrat, synthétiser en quelque sorte les ressources pour à la fois qu'il y ait de la recherche privée et de l'aide pour l'université et la recherche académique. Alors, les montants donc, de rémunération que j'ai donnés, MCU et chercheurs, pour moi, ça peut être des personnes qui travaillent donc, dans des instituts publics ou privés. Mais quand on est chercheur, globalement, on a en fait ce type de salaire. Le fait d'être dans le public ou dans le privé ne change pas fondamentalement, sauf dans certains très grands groupes. Moi, je me souviens, quand j'ai passé ma thèse, j'ai beaucoup intéressé Philips à l'époque, et c'est vrai qu'il me proposait un salaire qui était le double de celui que j'avais à l'université. Donc, sauf des très grands groupes tels que Philips ou Thomson, voilà, et sur des domaines bien précis, voilà, seuls ces chercheurs-là peuvent effectivement avoir la possibilité d'avoir des salaires qui sont conséquents, significativement supérieurs à ceux que j'ai donnés ici. Cependant, au CEA, les chercheurs ont ce type de salaire. Dans les instituts privés, les chercheurs ont effectivement ce type de salaire. Moi, je ne pense pas que le fait que les étudiants ne viennent pas au niveau de la recherche, c'est une mauvaise chose, hein, c'est pas ça. Je dis tout simplement, peut-être que nous pouvons nous battre pour augmenter les salaires donc, des chercheurs. Dans les pays tels que les États-Unis, les chercheurs sont beaucoup plus payés, donc beaucoup mieux payés, entre guillemets, que les chercheurs en France. Et dans certains autres pays européens, donc les pays scandinaves par exemple, la recherche est beaucoup mieux valorisée donc, en termes de salaire qu'en France. Donc c'est peut-être un enjeu politique, une bataille à mener pour que effectivement on puisse mieux valoriser ce métier qui est essentiel, d'accord, pour sur le plan économique, mais aussi effectivement sur le plan pédagogique et même au niveau du grand public. Autre question ? Je pense qu'il y a une question au fond.
questions, quelques commentaires. Je suis la pièce rapportée ici, parce que je viens assister à votre conférence, mais je travaille pour Hewlett-Packard. Je suis un des développeurs, donc un des informaticiens, formé en France, à la française. Ouais. Ça a très bien marché pour moi. Donc le système français marche bien. Enfin, du moins, marchait bien il y a 20 ans quand j'étais dans le système. Les salaires en France, vous avez donné. Aux États-Unis, un informaticien qui commence, parce que j'ai travaillé pendant 10 ans aux États-Unis, c'est 70 000 euros par an de salaire. Donc la tentation pour un élève qui sort d'école d'ingénieur d'aller aux États-Unis, elle est énorme par rapport à la France. La recherche en France, n'en parlons même pas. Donc ça fait partie des choses qui ne marchent pas très bien. Mais la France, comme vous l'avez dit, s'exporte très bien au niveau de l'informatique. Et c'est franchement tout à l'honneur de l'enseignement français d'arriver à faire ça. Donc, je voulais dire ça et donner ces informations. Une dernière question peut-être? Oui, j'avais une question sur l'importance à attacher à un enseignement d'informatique dans le secondaire. Oui. Quels seraient selon vous les arguments à l'appui de l'installation d'un tel enseignement, voire d'un enseignement de masse si le codage est généralisé? Alors là, vous me posez une question difficile. J'avoue que j'y ai pas directement réfléchi. Et je pense que c'est votre travail aujourd'hui. Et puis voilà. Mais il est évident que plus vite on commence à acquérir. Moi, j'ai un enfant qui fait du sport à haut niveau. Et le sport, pour moi, c'est quelque chose qui montre effectivement tous les éléments au niveau de la vie. Et plus vite on commence à acquérir, entre guillemets, la technique, mieux on va l'utiliser quand on sera mûr. Voilà. Et donc, le fait de pouvoir apprendre à coder, donc je vous ai donné quelques éléments sur un ou deux exemples tout à l'heure simples, mais on peut même encore simplifier les choses. Le fait d'avoir des bases quand on est enfant ne peut que, enfin quand on est jeune, ceux qui ont fait un peu des langues savent que quand un enfant va par exemple en Angleterre, il va rester 3 mois, il va apprendre l'anglais mieux qu'un adulte qui va partir, rester 6 mois voilà, en Angleterre. Donc le fait d'avoir des bases jeunes ne peut que être quelque chose de très profitable. Ceci étant, je pense qu'il y a peut-être des contraintes, entre guillemets, pédagogiques. Peut-être qu'il est plus important de faire des maths que de faire de l'informatique, ou de faire du français que de faire de l'informatique. J'en sais rien. Donc c'est à vous, effectivement, de voir dans quelle mesure est-ce que, effectivement, ceci peut être important. Mais je pense que introduire l'informatique dans le secondaire ne peut que être profitable pour les enfants aujourd'hui. On l'a vu, hein, plus de 50% des élèves qui rentrent donc à l'université essayent de faire de l'informatique. Ce n'est pas négligeable. Bonjour, vous avez parlé de au niveau de l'enseignement supérieur, la comparaison entre l'enseignement de l'informatique et des mathématiques. Enfin, plus particulièrement, vous avez parlé au début, l'informatique était un sous-département des mathématiques. Alors, je voudrais savoir comment a évolué ce lien. Donc, ce sont 2 départements maintenant. Et y a-t-il concurrence, puisqu'on parlait, vous avez montré un peu le nombre d'étudiants en mathématiques et le nombre d'étudiants en informatique. Voilà, quel est le rapport entre ces 2 domaines, ces 2 matières, informatique et mathématiques, à l'heure actuelle? Alors, quand j'ai parlé de l'enseignement dans
Alors, voilà. Dans le second cycle, donc là j'ai mis quelques éléments. La théorie des langages, l'étude de la complexité, les systèmes complexes, c'est très mathématique, enfin, entre guillemets, c'est très mathématique appliqué, on va le dire comme ça. Moi-même, j'ai passé une licence de maths avant de me diriger donc vers une licence d'informatique, etc. Voilà, donc il y a effectivement une proximité entre les mathématiques et l'informatique, tout simplement parce que il y a la problématique de la modélisation. Je vous ai montré un ou deux exemples de mes projets de recherche sur lesquels je travaille, et j'ai dit, à un moment donné, il faut que je modélise les déformations. Donc modéliser, ça veut dire il faut trouver des équations mathématiques, donc on revient sur les maths, qui permettent effectivement donc de pouvoir traduire ces déformations-là. Donc il y a une accointance ou, comment dire, une proximité effectivement très très forte entre les maths et l'informatique. Quel que soit le domaine de l'informatique que vous allez prendre, vous prenez les réseaux et télécommunications, il y a beaucoup de maths, c'est des processus stochastiques, donc on revient effectivement aux problèmes mathématiques. Vous prenez le big data, c'est de l'analyse de données, on revient aux problèmes mathématiques. Quel que soit le domaine que vous allez prendre effectivement en informatique, vous allez vous retrouver à un moment donné sur un problème de modélisation qui va vous ramener effectivement vers les maths. Ceci étant, les mathématiques aujourd'hui ne sont pas un sous-domaine de l'informatique, alors que ça a été le cas au début. Donc, mais c'est juste un problème de genèse. Hein, il fallait que ça commence quelque part. Qu'est-ce qui explique le nombre d'étudiants en informatique? Voilà, j'ai été frappé par le nombre d'étudiants en informatique par rapport au nombre d'étudiants en mathématiques. Alors, on est en fait dans l'ère, aujourd'hui on est dans l'ère, on peut le dire comme ça, hein, on est dans l'ère informatique aujourd'hui. Et donc à partir de là, tous les enfants, à partir de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, ont un portable. Et quand je vous ai donné la définition donc, de l'informatique, on a vu deux niveaux. Et je vous ai dit, le deuxième niveau nous ramène en fait à la perception que le grand public a de l'informatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les enfants, à un moment donné, ont l'impression, d'ailleurs ils le font aussi, tous nos enfants, aujourd'hui à 8-9 ans, ils vont effectivement sur l'ordinateur, etc. Donc il y a cette proximité-là avec l'outil informatique, donc qui les rapproche naturellement, effectivement, donc, de la discipline en tant que telle. À mon avis, comment dire, c'est la raison principale, mais comme on l'a vu aussi au niveau de l'insertion, quand j'ai donné le taux d'insertion, aujourd'hui, l'informatique, c'est le secteur, ou l'un des secteurs, c'est même le secteur, on l'a vu hein, avec LinkedIn, c'est le secteur effectivement qui est le plus porteur. Donc à partir de là, un élève qui passe son bac, il sait que si je fais de l'informatique, ou si je ne fais pas médecine, si je fais de l'informatique, je vais effectivement trouver du travail assez rapidement. Question ? Juste une remarque par rapport au nombre d'étudiants. Dans les années 90, la plupart des étudiants qui venaient à la faculté des sciences voulaient être enseignants, donc de lycée et collège. C'était, entre guillemets, l'objectif de plus de 60 à 65% des étudiants qui rentraient à la faculté. Ils voulaient être professeurs de maths ou de physique. Donc les choses ont tout simplement changé.